Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique. Nous avons pris livraison de notre Tesla Model 3 le 22 mars 2019. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mars 2020 et ça fait un an. Donc à travers cette vidéo, je vais vous partager mon bilan de la Model 3 un an plus tard. Je vais organiser le bilan par thème, mais comme ça risque d'être un peu long, je vais commencer par le résumé, par la fin, le feeling général. Ensuite, je vais vous parler de l'utilisation au quotidien de la Tesla Model 3. Je vais vous parler de la consommation, de la recharge, je vais vous parler de mes voyages, de l'autopilote, de l'entretien, du nettoyage, des points faibles que je vois un an plus tard, sachant que j'avais déjà fait une vidéo de mes points faibles de la Model 3 il y a environ 9 mois. Je vais partager quelques points forts et pour finir, on verra qu'est-ce qui pourrait venir ensuite après la Model 3. Alors j'aurais aimé faire cette vidéo à l'extérieur. Aujourd'hui il fait super beau, on aurait pu avoir de super images, mais on va rester dans les règles du confinement. Je ne vais pas jouer avec le fait que j'ai besoin de me recharger parce qu'en fait j'ai une borne de recharge juste ici. Donc on va rester ici au calme. On va prendre quelques prises de vue autour du véhicule. Dans le véhicule, je vais vous montrer peut-être quelques détails, mais je vais aussi beaucoup parler. Désolé d'avance. En bref, un an plus tard, aucun regret. Ça se passe toujours aussi bien, la voiture est toujours aussi confortable, on se sent bien dans les sièges, on a une bonne tenue de route, vraiment pas de regret. Si c'était à refaire, on le referait sans hésiter. Il suffit que pendant quelques jours, je conduise une autre voiture, qu'ensuite je revienne dedans pour que je réalise de nouveau que c'est la meilleure voiture que j'ai eue aujourd'hui. Dans mon cas, cette voiture électrique, cette Tesla Model 3, remplace à 100% un véhicule thermique. Donc c'est devenu la voiture principale du foyer et avec celle-là, on est capable d'aller n'importe où sans se prendre la tête. Vous l'avez vu depuis peu, on a une autre voiture à la maison, c'est la i208 et maintenant on n'a plus de voiture thermique à la maison. On n'en a plus besoin. Dans le passé, quand on avait la deuxième voiture qui était thermique, on l'utilisait pour les longs voyages, quand on avait une Nissan Leaf, parce que la Nissan Leaf n'était pas tellement adaptée. Mais maintenant qu'on est passé à la Model 3, on utilise la voiture thermique que si la Model 3 est déjà occupée par ailleurs par ma femme, par moi. Un an plus tard, on est à 27 681 km. À la base, j'avais prévu entre 23 000 et 25 000 km par an. Et en fait, c'est une voiture qui pousse à faire du kilomètre. Elle est vraiment agréable quand on est sur la route, que ce soit sur les petites routes, les voies rapides, les autoroutes. Elle pousse à voyager, elle pousse à prendre la voiture électrique plutôt que l'avion, plutôt que le train. Il faut aussi dire que c'est une voiture très dynamique, très joueuse, et qu'il faut y aller vraiment très fort pour la mettre en défaut. Quand même, avant de faire le choix de la Model 3, j'avais un point d'attention, le fait que j'ai régulièrement mal au dos. Alors j'aime les berlines, mais je sais que dans certains cas, dans une berline, je peux avoir encore plus mal au dos. Et finalement, par rapport à des Renault Kadjar ou des Renault Grand Scénic, je suis aussi confortable niveau dos. Et avec le réglage de siège qui est personnalisé en fonction du profil qui se met à jour automatiquement en fonction de qui conduit la voiture, à chaque fois, j'ai mon bon réglage pour mon dos qui se met quand je rentre dans le véhicule. Quand on s'intéresse aux véhicules électriques, il y a aussi toujours le fait de se dire « Ah, mais j'achète cette voiture maintenant, mais qu'est-ce qu'il en sera dans un an? La concurrence aura rattrapé son retard, Tesla sera plus tout seul. Est-ce que je fais vraiment le bon choix en prenant une Tesla Model 3 aujourd'hui ?» D'autant plus que la Tesla Model 3 apparaît comme étant le bas de gamme de Tesla. Le résultat, c'est qu'un an plus tard, si on regarde ce que proposent les constructeurs, ce qui peut vraiment être acheté aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent. Alors oui, il y a des choses qui vont arriver, des choses qui sont prometteuses, mais tant qu'on ne les aura pas vues dans les mains des acheteurs, je pense qu'il faut prendre des pincettes. Dans les conditions actuelles, cette voiture, elle me donne une sensation de liberté, j'ai un grand rayon d'action, j'ai un coût à l'usage qui est vraiment très faible, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis arrivé à plus de 27 000 km, alors que j'avais programmé entre 23 et 25 000 km. Et je vous le dis d'avance, à travers ce bilan, je vais être beaucoup plus positif que négatif. Non pas parce que je suis un fanboy Tesla, mais vraiment parce que c'est la meilleure voiture que j'ai eue, qu'à l'époque, il n'y avait pas de meilleur choix, et que j'ai la sensation qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de meilleur choix pour mon utilisation. Et si j'étais insatisfait, c'est pas parce qu'on l'a payé cher que je ferais croire que je suis content, parce qu'à tout moment, si j'en suis insatisfait, je sais qu'il y a un marché, il y a beaucoup de gens qui attendent des Tesla. Si on la commande neuf, il y a du délai, ce qui fait que les prix d'occasion sont très élevés.
Après, est-ce qu'elles partent effectivement à ce prix-là? Je pense qu'il y a peut-être une marge de négociation. Toujours est-il que la valeur résiduelle après un an et même après plus de 27 000 km reste très très intéressante. La perte est même pour l'instant moins importante que ce que j'avais imaginé dans mon plan de financement. Mais maintenant, on va passer au thème un par un en détail. Alors d'abord, le quotidien. Depuis que j'ai la Tesla Model 3, mon quotidien, c'est de marcher beaucoup sur les parkings de supermarchés, trouver la place qui est vraiment à l'autre bout de l'entrée du parking, bien en sécurité, parce que c'est une voiture qui est relativement large et que même si vous vous sentirez bien dans votre place de stationnement, et même si les personnes qui sont autour de vous ne vous veulent pas du mal, la voiture étant large, on peut facilement lui donner des coups de portière. Donc un peu plus de marche, c'est pas un souci. Bon, par contre, si jamais il y a de la pluie, si jamais je suis pressé, j'hésite pas à me mettre un peu plus près. Et au-delà de ces parkings de supermarchés, de centres commerciaux, c'est vrai que sa largeur et la hauteur de la caisse fait que dans certains parkings, un exemple, le parking de l'hôpital privé d'Antony, à chaque fois que j'y vais, je frotte en dessous de la voiture. Alors quand je dis à chaque fois que j'y vais, du coup j'y suis allé 2 ou 3 fois et toutes les autres fois j'ai essayé de l'éviter. Et dans ce même parking, il faut faire super attention quand on va descendre au niveau des étages les plus inférieurs si on ne veut pas toucher au niveau des jantes ou autres. Du coup, quand je vais à Paris, je vais privilégier des places en surface. Les places Autolib, généralement, je les aime bien. Vous savez qu'il y a des places Autolib où vous avez une borne devant, une borne derrière. Visuellement, quand on regarde la place, on se dit qu'elle est relativement étroite et qu'avec une Model 3, ça doit être difficile de passer. Surtout qu'à l'avant et à l'arrière, il y a comme des petits rebords sur lesquels on a l'impression de pouvoir toucher avec la voiture. Mais en fait, ils sont pile à la bonne hauteur et le bas de caisse ne va pas venir toucher ces petits rebords. Donc du coup, quand on a un peu l'habitude, on arrive à se garer sur ces places-là assez facilement et on est super bien protégé parce qu'il y a des bornes entre les véhicules qui sont avant, derrière et vous. Au quotidien, j'apprécie beaucoup le fait que la voiture chauffe ou se refroidit très très rapidement. Dès qu'on va ouvrir la porte, la clim va se mettre en route, va se mettre à température, le temps d'installer les enfants, de mettre les choses dans le coffre et de me mettre à ma place, la voiture est généralement à une température agréable. J'ai presque pas besoin de faire de préconditionnement dans ces cas-là. Je vais faire du préconditionnement que s'il fait vraiment très très froid dehors ou très très chaud. Autre chose, l'intérieur est très pratique, très ergonomique. Quand on regarde ça comme ça, on a l'impression que c'est une voiture avec un intérieur dépouillé où on n'aura pas d'emplacement de rangement et c'est tout le contraire. Ici, j'ai toute la place qu'il me faut. Ici aussi. J'ai de quoi mettre le smartphone en mode charge ici, la boîte à gants, les vides-poches de chaque côté, la poignée. On est vraiment bien installé et à l'arrière, c'est pareil. On a les vides-poches qui vont bien, on a les poches aumônières à l'arrière des sièges, c'est bien organisé. Et toujours sur le thème de l'ergonomie, il y a une autre chose qui est vraiment appréciable, c'est le coffre. Le coffre est vraiment spacieux, il est très profond et très bien éclairé. Et en plus du coffre, on a l'emplacement sous le coffre. Donc c'est un gros plus pour moi, et particulièrement après avoir changé l'éclairage d'origine. Côté musique, on a du bon son, ça sonne bien. J'utilise beaucoup le mode USB. Je mets les morceaux en haute qualité sur une clé USB qui reste tout le temps dans la voiture. Mais à tout moment, je peux aussi utiliser Spotify, TuneIn et bien sûr la radio numérique ou la radio standard. Côté paramètres audio, après avoir testé les différents modes, je reste sur un égaliseur plat. Sur la balance, j'ai rien changé. Et côté son immersif, je l'ai mis en paramétrage haut. Et côté insonorisation, au quotidien, c'est vraiment très bon. Quand on est à grande vitesse sur l'autoroute, on va avoir le bruit de l'air sur le pare-brise. C'est possible qu'il y ait des voitures de type Audi, Mercedes, BM qui soient mieux insonorisées. Mais ça me suffit de ce côté-là, sachant que bah, voilà, les voitures que j'avais avant, c'était plutôt des Scénic, des Kadjar, des voitures de ce type-là. Et si les suspensions sont peut-être un peu fermes dans certaines situations, globalement, au quotidien, c'est vraiment confort. Et je pense que les sièges, ils font quelque chose.
Maintenant, on peut passer à la conso et la recharge. Au final, en dehors de partager des informations sur la conso, je n'ai vraiment pas besoin de veiller à ce que ma consommation soit la plus basse possible. Du coup, aucune restriction sur mon usage. Ça arrive de voir sur POA ou sur Automobile Propre qu'avec d'autres voitures, les journalistes sont obligés de couper la clim en pleine nuit quand il fait froid et du coup obligés d'avoir de la buée sur le pare-brise. Ça ne m'est pas arrivé en Tesla Model 3. Ma conso de mai à novembre, c'était environ 18,5 kWh au 100 km en faisant des longs trajets, en faisant des petits trajets, vraiment de tout. Et l'hiver, donc de novembre à mars, c'était plus autour de 23 kWh au 100 km. Au sujet des pertes de capacité de la batterie au bout d'un an, j'utilise TeslaFi. Donc c'est un outil web qui permet de surveiller tout un tas de statistiques sur la Tesla. Donc voilà la vue en version bêta de l'évolution de la santé de vie de ma batterie. Il ne faut pas prendre cette vue au pied de la lettre. Si on en croit ce qui est marqué ici, ça voudrait dire que j'ai 25 km de perte sur une autonomie originale de 500 km. Ça reviendrait à peu près à 5%. Mais je pense que c'est vraiment 5% grand maximum, parce que comme on voit, c'est une courbe qui monte et qui descend. Et en fonction de mes habitudes de charge et de la température, la courbe va évoluer. J'ai remarqué que quand je fais mes recharges du quotidien, donc sur de très faibles amplitudes, l'état apparent de centrée de la batterie semble diminuer. Mais en fait, c'est juste de la statistique et le fait que la mesure puisse pas être faite sur une plage assez consistante pour remonter une mesure fiable. Et ça va même plus loin que ça. Le fait d'utiliser des petites sessions de charge comme je le fais, c'est plutôt de nature à prolonger la durée de vie de la batterie. Donc moi, ce que je retiens, c'est que j'ai maximum 5% de dégradation, mais j'ai probablement beaucoup moins que ça. Si l'outil vous intéresse, n'hésitez pas à le tester, c'est gratuit. Si vous utilisez mon lien de parrainage TeslaFi qui est dans la description de la vidéo, vous aurez accès à une période d'essai prolongée. Au quotidien, je ne fais quasiment pas de supercharge. J'utilise les stations superchargeurs quasiment uniquement pour les longs trajets. À l'occasion, on peut me voir sur le superchargeur de Belle Épine si je reviens d'un long trajet. Je vais passer par le superchargeur pour faire le plein avant de rentrer à la maison. Mais sinon, au quotidien, je ne vais pas m'arrêter là-bas, sachant que j'ai une borne pour recharger chez moi. Et au final, quand je suis sur les longs trajets, ce que je constate, c'est que c'est systématiquement la voiture qui m'attend et pas l'inverse. La recharge, pour moi, c'est pas une contrainte. Que ce soit pour me reposer ou s'occuper des enfants, j'ai besoin de davantage d'arrêts, davantage de temps à chaque arrêt que pour recharger la voiture. Et je dois vraiment féliciter Tesla pour son réseau de Tesla superchargeurs. J'aurais choisi n'importe quelle autre marque. Je pense que j'aurais été beaucoup moins serein sur mes longs trajets. J'aurais dû à chaque fois prier pour tomber sur des bornes Unity ou des bornes Total, maintenant qu'il y en a. Et la simplicité de la recharge sur le réseau Tesla est juste déconcertante. On arrive, on se gare, on branche, ça charge. Donc il n'y a pas à se prendre la tête avec un écran, avec une carte, avec un site internet sur lequel on doit se connecter. On branche, ça charge, pas de question. Ça m'est arrivé une seule fois d'avoir un problème et je vais en parler dans le prochain thème. Le thème des voyages. J'ai fait pas mal de voyages, certains je vous les ai partagés en vidéo et quand c'est devenu une petite routine, quand j'ai constaté que ça se passait tellement bien, je n'ai pas ressenti le besoin de vous partager en détail tous les grands trajets. Mais si on fait un petit récap de mes trajets, d'abord je peux vous parler de mon voyage le plus long. C'était Paris-Marseille, d'autant plus que ce Paris-Marseille, je l'ai fait en mode aller-retour avec très peu de temps sur place. Ça s'est super bien passé. À chaque fois, j'ai vérifié ce que je vous ai dit juste avant, le fait que je m'étais arrêté plus longtemps que ce que la voiture avait besoin. Et ce qui a été le plus chiant sur ce long trajet, c'est d'une, la pluie, et de deux, les embouteillages. Le fait qu'elle soit électrique, c'était même pas un sujet. À tel point que ça nous est même arrivé de nous arrêter sur une station d'autoroute où il n'y avait pas de point de charge, juste parce que les passagers avaient besoin de s'arrêter. Sur ce trajet, j'ai été impressionné par l'autopilote qui est resté actif malgré la pluie très forte. Alors, on perdait la partie navigation autopilote, mais en revanche, on avait encore la fonction de maintien dans la voie
qui faisait du très très bon boulot. Un boulot impressionnant quand on voit la visibilité qu'on avait. Et c'est sur le chemin du retour de ce trajet que j'ai eu mon unique problème avec un Tesla superchargeur. C'était au niveau de la station de Auxerre. De tête, il me semble que c'est un hôtel Mercure. Mais là, bizarrement, quand j'ai essayé de me brancher, impossible, je n'arrivais pas à démarrer la charge, ou ça chargeait à 1 ou 2 kilowatts, donc rien du tout. Je n'ai jamais su ce qui se passait. Est-ce que c'est lié à la migration vers les ports CCS? Parce que tous les ports CCS n'étaient pas encore mis sur cette station. Alors, est-ce qu'ils avaient des travaux? Est-ce que c'était lié à un orage qu'il y avait le même soir? Je ne sais pas du tout, mais je n'ai jamais retrouvé le même problème depuis. Je le redis, c'était tard le soir, donc du coup, il y avait un support qui était uniquement en anglais. Je n'ai jamais eu l'occasion d'appeler le même numéro dans les heures ouvrables la semaine, donc je ne sais pas s'ils parlent français ces gens-là, mais en tout cas, en anglais, le support a été très bon. Ils m'ont donné toutes les solutions qu'il y avait autour de moi. Moi, je pensais que de toute façon, j'étais en France, j'allais les appeler quand même pour voir s'ils étaient capables de redémarrer la borne et de voir quel était le problème. Ils n'ont pas détecté quel était le problème, mais ça m'a impressionné de voir que même en France, ils étaient capables de me dire toutes les bornes qui étaient autour de moi et auxquelles je pouvais avoir accès. Et ils avaient raison, quand moi je regardais mon appli ChargeMap, je retrouvais les mêmes bornes autour de moi. Et dans un cas comme ça, dans le pire des cas, même si vous n'avez pas de quoi aller à la prochaine borne, à partir du moment où il y a un souci matériel côté Tesla, le remorquage sera gratuit. Alors qu'en temps normal, si vous tombez à plat juste par négligence, parce que vous n'avez pas voulu vous arrêter, alors que la voiture vous disait de vous arrêter, dans ce cas-là, le remorquage est à vos frais. Ensuite, dans le thème de mes voyages, il y avait le voyage à l'étranger. C'était au Royaume-Uni, à côté de Coventry. C'était super intéressant de faire ce chemin, de prendre l'Eurotunnel, de tester la conduite à gauche. La conduite à gauche, ça s'est bien passé. Les routes anglaises, disons que c'est quelque chose de spécial, surtout les petites routes. On a à la fois envie de conduire vite, mais on voit aussi que ce sont des routes qui ne sont pas aussi sécurisées que les nôtres. Je parle vraiment des toutes petites routes qu'il y a là-bas. Du reste, conduite à gauche, aucun souci. La Model 3 s'adapte. Vous avez l'affichage en miles par heure. Tous les superchargeurs restent affichés. Vous avez accès aux données par la carte 4G qui est dans la voiture. C'est vraiment transparent pour vous. Ce voyage au Royaume-Uni, je l'ai fait en utilisant uniquement le réseau Tesla superchargeur. Ça m'allait très bien parce qu'il y avait toujours des superchargeurs autour de mes points d'intérêt. Donc vraiment top. Mes voyages les plus courts, ça a été ceux en Normandie. Donc on arrive très rapidement en Normandie. On est quasiment capable de faire un aller-retour sur une seule charge. Par contre, pour le faire, il faut faire un peu attention. Mais on a aussi la possibilité de s'arrêter par Rouen, par Caen, pour sécuriser de la charge pour le chemin du retour. Et quand on regarde la carte de Tesla, on voit qu'il y a aussi des recharges à destination qui sont possibles. C'est un bon complément par rapport aux bornes publiques, parce qu'on a vu que les bornes publiques étaient soit occupées, soit squattées quand on est passé vers Deauville et autres. Mon trajet le plus compliqué, ça a été vers Cherbourg. Et je pense que je ferai un épisode des pièges de l'électrique à ce sujet-là. Quand on prépare sur A Better Route Planner ou depuis la Tesla Model 3, le trajet vers Cherbourg, il n'y a aucun souci. Parce qu'en fait, avant d'arriver par Cherbourg, vous avez Caen. À Caen, vous pouvez avoir votre superchargeur, vous arrêtez 15-20 minutes et vous arrivez à Cherbourg sans souci. Le problème, c'est qu'une fois qu'on arrive dans la Manche, c'est blackout. Il n'y a plus une borne de recharge rapide disponible. En tout cas, moi, je n'en voyais pas. Alors peut-être qu'il y en a qui dépendent de concessionnaires, mais voilà, je ne me rappelle même pas. Et normalement, il y a bien une borne de recharge rapide qui est gérée par le syndicat du coin. Mais problème, au moment de mon trajet, et c'est peut-être toujours le cas aujourd'hui, elle était en panne. Par contre, ce qui était appréciable, c'est que dans Cherbourg et dans toutes les villes qui sont autour, donc que ce soit Beaumont-Hague ou toutes les autres petites villes, il y a très souvent des bornes de recharge. Alors ce sont des bornes de recharge 11-22 kW, mais c'était suffisant pour moi. Par contre, s'il n'y avait pas eu ces bornes ou si elles n'étaient pas fonctionnelles, là, j'aurais pu être emmerdé. Donc quand on programme un trajet, il ne faut pas seulement penser à la recharge sur le chemin, mais il faut aussi penser à quel sera le mode de recharge à l'arrivée. Et le dernier exemple de voyage dont je voulais vous parler, c'était mon voyage entre ici, donc on est en région parisienne, et Iggerande. Iggerande, c'est la Saône-et-Loire, c'est à peu près une demi-heure de route de Roanne, pour ceux qui connaissent, dans la Loire. Donc depuis chez moi, c'est environ 400 km, et ça, j'ai pu le faire d'une traite.
sans avoir besoin de m'arrêter sur le chemin. Donc vraiment génial. Sur ce parcours-là, il y a vraiment de tout. Il va y avoir de la nationale, de la voie rapide, des petites routes, mais sur une seule charge, ça l'a bien fait. Et il y a un thème qui passe très bien, juste après celui des voyages, c'est le thème de l'autopilote.